À la une de cette édition ce soir, sur les antennes de la télévision du Monde, Rapt, le chairman Nidjon Frondi libéré. L'alerte avait pourtant été donnée sur les réseaux sociaux par le ministre de la Communication du Tchédo Cabinet qui a annoncé l'enlèvement du chairman Nidjon Frondi qui avait pris part à un obsèque à Kumbo, obsèque d'un cadre de cette formation politique. L'information de dernière minute, confirmée par le ministre de la Communication du Tchédo Cabinet, fait état de ce que le chairman Nidjon Frondi a donc retrouver sa liberté. Également en titre, nous mettrons le cap sur le Canada où l'état d'urgence a été décrété pour l'État de Montréal. Des inondations ont amené des milliers de personnes à déserter leur domicile. Et puis en sport, 18e et dernière journée de l'élite One. 8 combinaisons sont à l'affiche ce dimanche sur l'ensemble du triangle national. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition de l'information ce soir sur les antennes de la télévision du Monde par cette information qui, depuis ce samedi, a suscité un tollé général sur la toile à la suite de l'alerte donnée par le ministre de la Communication du Tchédo Cabinet annonçant l'enlèvement du chairman Nidjon Frondi, le parti de la balance. L'information de dernière minute, d'ailleurs confirmée par le ministre de la Communication du Tchédo Cabinet, révèle que le chairman est désormais libre. Il aurait été enlevé par des ravisseurs à Kumbo alors qu'il se rendait aux obsèques d'un des cadres de cette formation politique. Reportage. En circulation sur les réseaux sociaux depuis quelques minutes, ce sont les seules images rares du chairman prenant visiblement part aux obsèques du député Joseph Banadzem, président du groupe parlementaire du Parti de la Balance à l'Assemblée nationale. Le président du Parti de la Balance s'est en effet rendu, selon le ministre du Tchédo Cabinet du SDF en charge de l'information et des médias, à Kumbo pour rendre un dernier vibrant hommage à ce camarade de lutte. Pourtant, quelques minutes après la diffusion de ces images, le responsable de la communication du Parti de la Balance sonne l'alerte. Le chairman a été enlevé par des ravisseurs. L'information qui rapidement suscite un tollé général, pas toujours démenti par le responsable de la communication du SDF, mais un tweet d'Akeremouna, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018, rassure, le chairman est libre, Dieu merci, précisera sur son compte Twitter l'ex-bâtonnier. Le sujet semble sensible, mais des sources dignes de foi confirment la remise en liberté du chairman Nidjon Frondi. Confirmation qui a d'ailleurs donc été faite ce soir aux environs de 18h sur le compte Facebook du ministre de la Communication du Tchédo Cabinet au sujet de la remise en liberté du chairman Nidjon Frondi. Rendons-nous à présent dans le département de l'Océan, la ville de Kribi draine des foules et pour cause. Plusieurs projets structurants y sont installés. Un exode massif qui pose la problématique de l'emploi. Les précisions d'Albert Madoula. La cité balnéaire de Kribi souffre d'un grand problème de chômage. Et depuis l'arrivée des grands projets structurants dans le département de l'Océan, Kribi subit l'arrivée d'une forte population à la recherche de l'emploi. Et pour pallier à ce problème, une journée découverte emploi a été organisée à Kribi, pour permettre à ces chercheurs d'emploi de savoir et d'avoir les repères pour pouvoir prétendre à un emploi. Alors, j'ai décliné justement l'intervention à travers 4 axes. Le premier axe, c'est l'information, la collecte du traitement des informations sur le marché de l'emploi. Donc, le deuxième axe, c'est le rapprochement entre les demandeurs et les offres d'emploi. Le troisième axe, c'est la formation. Il y a des métiers nouveaux dans le développement et les gens doivent bénéficier de certaines formations pour pouvoir accéder à ces offres-là. Bien que postule les financements, nous avons plein de dossiers, comme je disais tout à l'heure, qui attendent rien que ces financements. Depuis que nous sommes là, nous avons financé plus de 800 personnes. Initiative appréciée par les autorités administratives de la ville. Je tiens d'ailleurs d'abord à préciser qu'il y a lieu de saluer pour cette initiative qui est prise et qui est à sa deuxième opération dans Kribi. Nous avons relevé tout à l'heure que notre attention a été attirée par cette sorte de devise, un instrument de l'emploi au service de tous. Rendez-vous pour les prochaines journées de couverture emploi.
Douala est en un point douté l'unité de mesure du niveau de chômage au Cameroun, la deuxième ville du pays, poumon économique, fort de son potentiel, n'a jusqu'ici qu'environ 20% de personnes qui ont accès à un travail décent. Révélation dans cet élément qui porte la signature vocale de Frédéric Moutam. Pourtant, deuxième ville du Cameroun, Douala souffre du manque d'emploi. La capitale économique, malgré ses nombreuses opportunités, compte seulement 20% de personnes ayant un emploi décent. 65% d'entre elles ont un travail issu du secteur informel et 15% sont en chômage. Des chiffres et autres statistiques qui confortent les avis et autres considérations de certains Doualais. On voit ainsi que plusieurs diplômés d'État ou diplômés des écoles, des grandes écoles d'enseignement supérieur d'État se retrouvent ainsi au chômage. Ça veut dire ceci, qui n'ont pas d'emploi décent. Ils se retrouvent en train de faire des petits commerces, du bourratisme. On peut s'auto-employer, ce n'est pas aussi obligé qu'on travaille dans des bureaux, dans le gouvernement. Bon, ben déjà, vous savez, par exemple, moi qui ai fait dans la technique, je ne suis franchement pas obligé de travailler dans une structure administrative. Ville industrielle au regard de l'imposant fichier des entreprises existantes, Douala devrait se positionner comme le creuset par excellence de l'offre en termes d'emploi. Seulement, les demandeurs d'emploi ici font face au problème criard de l'inadéquation formation-emploi. Le système n'allie pas la formation et l'emploi. Il y a encore un fossé dans ce plan-là. Il faudrait que l'État essaye de revoir le système formation, auto-emploi et emploi pour les jeunes. Ce n'est pas son profil qui fait le travail. Ce n'est pas le profil. Il faut connaître ce qu'on veut. Il faut connaître un métier. Nous sommes qualifiés par rapport à quelque chose. Et il faut que nous mettions cette qualification en service des personnes, des recruteurs. Ce n'est pas parce que je mets la veste que automatiquement je suis obligé d'être un couturier. Non, sur les papiers, ça écrit que je suis couturier. Mais maintenant, sur le terrain, ce n'est pas ça. Un dilemme qui met en opposition entreprises d'une part et chercheurs d'emploi d'autre part et qui semble trouver solution auprès des pouvoirs publics qui multiplient des stratégies, moyens politiques pour un juste milieu acceptable et consensuel. Le stage professionnel est très important. Un stage académique est très important pour la vie professionnelle d'un étudiant ou d'un élève, d'un futur chercheur d'emploi. Pourquoi? Parce qu'à l'université, c'est la théorie. Vous voyez, on vous enseigne en théorie, mais ce serait bien d'aller en entreprise, même si c'est 2 semaines, c'est toujours quelque chose, pour 2 semaines, 1 mois, pour voir concrètement comment transposer les enseignements théoriques qu'on a reçus à l'école dans la vie pratique en entreprise. Donc le problème de cette adéquation n'est pas toujours résolu parce qu'il faut des entreprises d'abord citoyennes qui après des chercheurs d'emploi qui vont former, qui vont accepter d'encadrer au cours des stages académiques, des stages professionnels. Donc de plus en plus, il faut vulgariser l'information, il faut responsabiliser les entreprises parce que l'État ne peut pas faire seul. C'est le travail de toute la citoyenneté camerounaise. Et alors que le Cameroun et la communauté mondiale célèbrent le 1er mai 2019 prochain la fête du travail, des voix se lèvent pour appeler à une réforme véritable du secteur du travail. Objectif, offrir de nouvelles opportunités aux jeunes demandeurs d'emploi devenus oisifs et toxicomanes en raison du manque d'emploi et du travail décent. En santé à présent, le gouvernement va distribuer du matériel flambant neuf aux hôpitaux pour relever leur niveau technique, hôpitaux publics. On parle d'un investissement d'environ 800 millions de francs CFA. Une bonne nouvelle en somme pour le personnel médical, mais également pour les patients dont l'accès aux soins de santé était devenu une véritable gageure. Les précisions de Rosaline Gueslia ici. Cette décision gouvernementale arrive à point nommé. C'est un secret de polichinelle pour personne. La qualité du plateau technique dans les hôpitaux publics au Cameroun laisse parfois à désirer. Cette réalité s'est encore vérifiée le 29 mars dernier à l'hôpital de district de Deido, dans ce qu'il est convenu d'appeler désormais le scandale autour de la mort du jeune Tiano Rosman. La prise en charge du jeune élève a mis en relief les failles incroyables au niveau du plateau technique des hôpitaux d'État. Face à cette situation,
situation, le gouvernement camerounais a dû réagir et le ministre de la Santé publique annonce la distribution du matériel dans les formations sanitaires publiques. L'opération concerne les hôpitaux de district, les centres médicaux d'arrondissement et les centres de santé intégrés. Coût total, 800 millions de francs CFA. Manaouda Malachi voudra ainsi permettre à ces centres hospitaliers d'être à la hauteur des attentes des populations camerounaises, ce qui devrait aider les personnels et améliorer la qualité de la prise en charge dans les hôpitaux suscités. Le matériel à remettre est ainsi composé de matelas, des tables d'opération et d'accouchement, des frigos chirurgicaux et des matériels d'opération quotidienne pour les personnels. Une autre initiative louable dont les coûts positifs devraient être ressentis dans la qualité des soins désormais apportés aux populations camerounaises. Nous restons avec vous, Rosalie Ngeslea, ici pour parler cette fois-ci de la consommation du budget d'investissement public dans le département du Mungo. C'est dans la région du littoral. Le taux d'exécution affiche 2% et pour cause. Les bons de commande sont émis tardivement. Reportage. Du rapport du sous-comité technique, il ressort que le taux d'exécution physique se situe encore à 2%, dû pour la plupart à l'exécution des bons de commande dans certaines communes. Un chiffre en hausse, contrairement à celui enregistré à la même période l'année dernière, qui était de 0,61%. Quant à l'exécution financière, elle est de 0,6%, en amélioration au premier trimestre de l'exercice précédent, qui était de 0%. La situation de la contractualisation par rapport à la même période de l'exercice précédent est peu réduisante. 22% d'exécution physique, 0% d'exécution financière. Ce taux peu honorable est dû à la non-exécution à date des bons de commande par certains maires plus affairés au détriment des pauvres populations. 8,06% de BC ont été exécutés et réceptionnés jusqu'à ce jour. L'autre caillou dans la chaussure du comité de suivi est également ces prestataires véreux qui, pour la plupart, abandonnent les chantiers, les exécutent mal ou ne les achèvent pas. Aussi, l'on peut également relever les dotations insuffisantes, le manque de sites, l'insuffisante maturation des projets, le retard dans l'élaboration des DAO, les erreurs d'intitulé de plusieurs projets, non-transmission à temps des rapports des comités techniques communaux, les suivis insuffisants du BIP par les sectoriels de l'État et puis les ingénieurs de marché et les maires. La prise de conscience collective est donc de mise pour faire bénéficier aux populations toute l'attention de l'État. Rappelons que le département du Mungo a bénéficié d'une enveloppe budgétaire de 3,40 francs CFA pour l'exercice budgétaire 2019. Les autres ressources hors BIP s'élèvent à 2,494 750 317 francs CFA. Venant des partenaires tels que le PNDP, le FICOM, la BAD, entre autres. Mettons le cap sur la partie septentrionale du Cameroun, région de l'extrême nord, où un nouveau collégion est désormais en poste. Installation d'un nouveau commandant au sein de la gendarmerie de cette localité avec pour principale mission de préserver l'ordre et la paix et favoriser la libre circulation des biens et des personnes. Frédéric Mouton. Les gens de gendarmerie du Logon et Chari, à mon commandement. Portez! Réveille! Ensemble repos! Le colonel Raymond Boumbiswe, ici à l'image, est le nouveau commandant de la Légion de gendarmerie du Logon et Chari à l'extrême nord du Cameroun. Au cours d'une cérémonie particulièrement courue par les autorités administratives, politiques, traditionnelles, hauts gradés de l'armée et de la gendarmerie nationale et des forces vives et populations, le nouveau patron de la gendarmerie nationale du Logon et Chari est installé par Landry Galax Etoga, secrétaire d'État à la défense en charge de la gendarmerie nationale, qui lui a prescrit de préserver l'intégrité du territoire et des hommes dans cette partie du triangle national en proie aux incursions de la nébuleuse Boko Haram, au grand banditisme et au trafic de tout genre. La recherche du renseignement, une bonne préparation de vos hommes, ainsi que le maintien de la capacité opérationnelle de vos unités et formations,
vous permettront d'avoir des résultats probants sur le terrain dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Mon colonel, la recherche de la rectitude morale doit également être au centre de vos préoccupations. En remplacement du colonel Dambouka, muté dans la Damawa, est aujourd'hui à la tête de cette dernière née de la 4e région de gendarmerie, à l'extrême nord du Cameroun. Le colonel Raymond Boumbissoui, ancien numéro 2 de la Légion de gendarmerie de Douala, attend entière collaboration des élites et populations de son territoire de commandement car la mission est lourde, elles attendent, chargée de défis et particulièrement délicate. Hors de nos frontières, nous l'annoncions en titre, inondation à Montréal au Canada. L'état d'urgence a été décrété suite à ces inondations qui ont entraîné la fuite de leur domicile des milliers de personnes. Plus de précisions avec nos confrères d'Euronews. L'Est du Canada touché par des inondations impressionnantes. L'état d'urgence a été décrété à Montréal au lendemain d'une décision similaire prise par la municipalité d'Ottawa, la capitale fédérale. Montréal a ainsi la possibilité d'effectuer des dépenses supplémentaires, de réquisitionner des terrains et de procéder à des évacuations. Plus de 1000 personnes ont déjà été contraintes de quitter leur domicile. 1 millier de militaires restent mobilisés. Plus de 3000 habitations ont été inondées selon un bilan provisoire. Outre le Québec, plusieurs régions de l'Ontario sont concernées, mais aussi le Nouveau-Brunswick. Dans cette province maritime, 87 routes sont fermées, dont une portion de l'autoroute qui traverse tout le Canada. 2 ans après le premier sommet des routes de la soie, Pékin passe de nouveau à l'offensive pour promouvoir cette initiative qui vise à construire des infrastructures en Asie, en Europe et en Afrique. Euronews. 2 ans après un premier sommet des routes de la soie, Pékin est à nouveau à l'offensive pour promouvoir son initiative visant à construire des infrastructures en Asie, en Afrique, mais aussi en Europe. Parmi les 37 dirigeants de pays présents, Giuseppe Conte. L'Italie est le premier pays du G7 à adhérer au projet. Xi Jinping a lui tenté de rassurer. Nous continuerons à maintenir les principes de réalisation d'une croissance partagée à travers le dialogue et la collaboration en promouvant l'égalité dans la consultation et le partage des responsabilités pour parvenir à des intérêts mutuels. Nous invitons tous les pays intéressés par le projet des nouvelles routes de la soie à y participer. La Chine a toujours encouragé l'ouverture, l'honnêteté et le développement vert, et nous nous opposons au protectionnisme. Nous ferons de notre mieux pour construire de nouvelles routes de la soie propres, convenables et écologiques. En défendant ce projet de mondialisation à la chinoise, Vladimir Poutine n'a pas manqué d'égratigner Washington. Personne ne veut de restrictions, personne ne veut de guerre commerciale, à l'exception peut-être de ceux qui ont entamé ce processus. Une majorité écrasante est certaine que toutes ces restrictions sont nocives au développement de l'économie mondiale. Empêtrée depuis l'an dernier dans une guerre commerciale avec les États-Unis, la Chine cherche à endosser le rôle de leader de la coopération multilatérale. Plus de 60 milliards d'euros d'accords ont été signés durant ce sommet pékinois. En sport, à présent, 18e et dernière journée de l'Elite One, les combinaisons sont désormais connues. Les rencontres au programme se dérouleront ce dimanche sur l'ensemble des stades de la République. Zobel, Apollinaire. Dragon de Yaoundé, deuxième au classement dans le groupe A, affronte PWG de Bamenda, tombeur du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, mercredi dernier. Duel des mal classés entre Avion Academy et New Star de Douala. Coton Sport de Garoua, déjà sûr de jouer les play-offs, offre son hospitalité au troisième APGS de Fou qui peut encore espérer une meilleure position dans le trio de tête. Le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, malgré sa défaite de mercredi dernier, peut encore retrouver le trio de tête. Pour cela, il faudra battre son adversaire du jour, la Colombe du Dia et Loban. Dans la poule B, Edi Sport de la Léquier affronte la formation de Edi Sport du Yonkam. UMS de Loum, exemple de la 17e journée, sera opposé à Fovo Club de Baham, dernier au classement. Les Astres de Douala tenteront de défier le leader,
Fétier FC de Diko Banjoun. Coup d'envoi des différentes rencontres, 15h30. Toujours en sport, les populations du Nion-Ikele ont de nouveau goûté à la Petite Reine. Cela faisait 40 ans qu'une compétition cycliste n'avait pas été organisée dans cette ville des Écarts. Un tour cycliste du Nion-Ikele s'est donc tenu au grand bonheur des populations. Germain Yetna, Jacques. La date du 9 février 1976 reste la dernière fois que les populations du Nion-Ikele ont vécu sillonner sur les artères de la ville, chef-lieu de ce département, un tour cycliste national. 43 années plus tard, après la dernière Coupe du Cameroun de cyclistes qui a traversé les rues de cette ville historique, des populations des Écarts ont à nouveau goûté aux délices de la Petite Reine. Sont les meilleurs, je suis très content. C'est ici à Ezeka où j'ai vécu le cyclisme. Des peu premiers Boniface, Vermark et autres. Ezeka était la deuxième ville au Cameroun qui organisait les courses après Douala. On est venu à la troisième position. J'ai vécu lorsque Taron essaie de jouer ce sport. J'ai couru de 1974 à 1994. Je n'ai pas pu courir à Ezeka. Cela me faisait très mal, même exaucé. Il y a eu une course à Ezeka. En tant qu'entraîneur national, je suis content. La vingtaine de coureurs de ce tour cycliste du Nion-Ikele, organisé par la Ligue régionale du centre, parti de Makai pour la place de la gare des Écarts, sur une distance d'environ 150 km, a vu le sacre d'un des lions indomptables du vélo, Ghislain Sikandi. Content pourquoi? Parce que les coureurs qui étaient dernièrement au Maroc ont été présents, d'ailleurs même les 4 premiers sont ceux qui étaient au Maroc. Il y a le premier Sikandi, Dabner Ghislain, le second Nanko, le troisième Chris Dobé, Junior, Alain Junior, et le quatrième Sadiko Kessopeti. Et une première partie de la présélection des coureurs qui feront partie du stage de Passer cette belle fête du vélo à Ezeka, espérons que la prochaine ne sera plus d'un près d'un demi-siècle, comme c'était le cas d'ailleurs ce week-end. Merci Jean-Germain Yedna et Jacques Tonier. Nous ne saurions refermer cette édition de l'information ce soir sans vous rappeler les principaux titres. D'abord, cette bonne nouvelle, le chairman a retrouvé la liberté. L'information a été confirmée par le ministre de la Communication de Shadow Cabinet. L'alerte avait été donnée en début de matinée par le ministre du Shadow Cabinet chargé de la communication qui indiquait que le chairman avait été enlevé par des ravisseurs alors qu'il se rendait à Kumbo pour prendre part aux obsèques d'un cadre de cette formation politique. Dénouement heureux donc sur lequel nous sommes revenus dans cette édition de l'information. Hors de nos frontières, nous avons mis le cap sur le Canada où à Montréal, des milliers de personnes sont sans abri suite aux inondations qui ont investi cette ville. L'état d'urgence a été décrété. Et puis en sport, nous vous avons livré les combinaisons de la 18e et dernière journée de l'Elite One qui se dispute ce dimanche sur l'ensemble des stades de la République. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de l'information ce soir. Bonne suite des programmes sur LTM.